communiqué que le CNSP a accusé directement la France, et Mokhtar aussi, je crois qu'elle a fait. Et donc, je vais vers notre invité, aussi c'est Mokhtar Moustapha Iman. Moustapha, Oui, l'ancienne merci. puissance, l'ancienne puissance coloniale, la France, Oui. voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est elle qui est derrière tous ces agissements-là? Bon, je vous remercie. Hein, c'est un honneur pour moi de rejoindre d'une part le groupe et de rejoindre cette session de débat, d'échange, hein, puis discuter un peu sur la situation au Niger. Avant de revenir sur l'ingérence du pays colonisateur du Niger, qui est la France, avant de venir par là, il faudrait faire un petit rappel du lendemain déjà de l'annonce du coup d'État. Si je prends le cas, l'Occident, en particulier la France et certains pays de l'Union européenne, n'ont pas attendu 24 heures pour se prononcer. Et quand on suit un peu ce qu'ils ont dit, si nos mémoires sont fraîches, ils ont parlé de situation socio-politique tendue au Niger. C'est ce qu'ils ont dit. Or, le Niger n'était pas dans ce cas-là. Parce que pour parler d'une situation socio-politique tendue dans un pays, cela sous-entend à inclure des clivages économiques, religieux, culturels ou idéologiques qui génèrent souvent des conflits et des mécontentements. On n'était pas arrivé à ce stade-là. Mais là, déjà, ils ont pris tous ces éléments pour inculquer sur le Niger. Ça, c'est les 24 heures qui succédaient les événements de la prise du pouvoir par les forces armées nigériennes. 48 heures après, le discours a changé. Et vous savez, ces gens, c'est une stratégie de propagande, une stratégie de communication pour voir réellement quel est le niveau des adversaires qui sont en face. Pour eux, les adversaires qui sont en face, c'est pas le Niger, c'est les membres du CNSP. Donc, en disant qu'il y a une situation socio-économique tendue au Niger, ils se sont rendus compte que finalement, ça n'a pas de sens. Parce que tous ces éléments qui doivent inclure une situation socio-tendue dans un pays ne sont pas inclus au Niger. Ils ont changé de langage 48 heures après. Bien sûr, avec leur pantin, que ce soit nigérien ou de l'extérieur, surtout nigérien, qui ont donné une autre version de l'événement, en expliquant que non, que c'est un coup de gueule de général Tchani, parce que tout simplement, il était sur le point d'être débarqué du commandement de la garde présidentielle. Donc maintenant, ce n'est plus une affaire de défense du territoire, ce n'est plus une affaire de coup d'État, non, c'est une affaire entre personnes. Maintenant et après, il parle de quoi? Il parle d'otage. Et l'otage qui a commencé à dire que le président déchu a été pris en otage, c'est la France. Et ce n'est qu'en ce moment précis, 72 heures après le coup d'État, que la France a pris le relais. Maintenant, pour revenir sur l'intervention ou l'ingérence de la France, ça se comprend. Un enfant que tu gifles et tu lui demandes de ne pas pleurer, ou à qui tu donnes une sucette, au moment où il commence à prendre goût de la sucette, tu lui arraches la sucette, sa réaction serait quoi? Sa réaction serait de pleurer. Donc, la réaction de la France, c'est vrai, c'est leurs propres intérêts. Et leur intérêt, c'est quoi? Les gens parlent d'or, les gens parlent des autres matières premières du Niger. Non, c'est du uranium. C'est ça, leur ingérence. Maintenant, pour revenir aux autres pays de la CEDEAO, il y a certaines choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alassane Ouattara, il a des intérêts commerciaux au Niger. Ce n'est pas des intérêts politiques. Tout ce beau monde-là, que ce soit Talon, que ce soit Ouattara, que ce soit, comment dirais-je, Macky Sall, mais ils ont tous des contrats au Niger. Ils ont des contrats.
Ce n'est pas le Niger qui les intéresse, ce n'est pas Bazoum qui les intéresse, mais par contre, c'est la préservation de leur contrat qu'ils ont signé avec ce régime-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un blackout total sur le Niger. Mais pourquoi on n'entend pas la voix des Ghanéens? Pourquoi on n'entend pas la voix des Libériens, des Sierra-Léonais, des Togolais? Pour la simple raison que ces gens n'ont pas trouvé des pantins politiques au Niger. Parce qu'il faut se dire certaines choses que le Alassane Ouattara, il a ses sociétés. Talon, c'est un ancien homme d'affaires. Donc, c'est juste, tout simplement, moi je l'ai toujours dit, ne regardez pas une histoire d'attaque militaire de tout ce qui s'ensuit. La France défend ses arrières, tout à fait normal. Il n'est pas ami ni de Ouattara, ni des autres présidents, non. Il a pris des pantins, il les a mis à côté de lui pour défendre ses propres intérêts et l'uranium. Parce que, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, c'est ne que l'uranium pour leur intervention. Maintenant, pour les autres, ils ont trouvé la France devant. Ils vont défendre leurs propres intérêts, qui sont des intérêts de business. Ce n'est pas des intérêts politiques. C'est des intérêts de business. Ça, beaucoup de Nigériens ne le savent pas. On fouille les dossiers à Niamey, vous allez trouver plein de contrats. Les factures certifiées du Niger qui ont été imposées, c'est une société étrangère qui l'avait signé. Maintenant, pour revenir, bien sûr, à la réaction du CSP au sujet de la session, du 72e session des Nations Unies, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a une chose qu'il faudrait comprendre. Monsieur Sangaré a été nommé en tant que représentant permanent du Niger aux Nations Unies en mars 2023. Il a été nommé ministre des Affaires étrangères de la coopération du Niger après le coup d'État en juillet 2023. Mais, logiquement, l'État nigérien doit envoyer une correspondance. Peut-être que je peux être contredit par quelqu'un d'autre dans le débat. De par ce que je sais, l'État nigérien doit envoyer un document, une lettre pour dire qu'il rappelle pour consultation le représentant permanent. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils ont mis fin, comment dirais-je, aux fonctions de l'ambassadeur du Niger aux États-Unis. Au lendemain du coup d'État, je crois qu'il doit être 4 ou 5 ambassadeurs. Et en ce moment-là, ils écrivent pour rappeler le monsieur Sangaré. Et en même temps, notifier au secrétariat général des Nations Unies, comme quoi ils vont le retenir pour la simple raison qu'ils ont besoin de lui dans le pays. Maintenant, écrire une autre lettre pour mettre quelqu'un à sa disposition. Vous voyez. Mais là, il cumulait les deux postes. Peut-être que s'il sera là, il va nous expliquer exactement comment est-ce qu'ils ont procédé jusqu'à arriver à cet incident malheureux. Est-ce qu'il cumulait les deux postes à la fois, représentant du Niger aux Nations Unies et ministre des Affaires étrangères? Là, il va nous l'expliquer peut-être parce que, bon, il y a certains éléments que nous ignorons. Et il nous dira exactement quelle a été la situation. Maintenant, le gouvernement nigérien a répliqué par le communiqué suite au refus de la délégation au niveau de la session. Mais là où, je parle maintenant sur le plan communication, en principe, la France n'appartient pas à Macron. Ouais. Si on veut parler de Macron, on parle de Macron. Si on veut parler de la France, on parle de la France. La France à mon avis, ils sont partis très vite en besogne, sans analyser ce qu'ils vont dire. Ils n'ont pas besoin de citer le nom de Macron. Ils peuvent citer le nom de Macron dans le copinage qu'il a peut-être avec l'ancien régime, comme ils l'ont fait avec Guterres. Ils ont dit que Guterres, c'est une question d'amitié. Ils peuvent parler en prononçant de noms, mais ils ne peuvent pas dire la France de Macron. Non, la France n'appartient pas à Macron. Macron, c'est Macron, la France, c'est la France. Macron part, la France reste. Le régime n'est pas parti, le Niger est toujours là. Donc moi, je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait que le CNSP et le gouvernement canalisent leur communication. Il faut qu'ils canalisent leur communication. Parce qu'ils font l'amalgame
entre une communication en temps de crise et une communication en temps d'urgence. Et qu'à ce niveau-là, il faut qu'on arrête. On n'est plus dans le système de communiqué numéro 1, communiqué numéro 2, communiqué numéro 3. Non. D'accord. Maintenant, si c'est sur le plan sécuritaire, le porte-parole du CNSP peut prendre la parole, faire certaines informations, données de communication. Et pire encore, mes chers frères, pire encore, toutes les communications de gouvernement de transition, c'est sur les réseaux sociaux que les gens ont l'info. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Moi, je pense que, pour finir, parce qu'il y a les autres, on va continuer le débat. Pour en finir, la réaction du CNSP par rapport au refus de la délégation nigérienne, cette réaction, elle est légitime. Je la trouve légitime. Mais il faudrait quand même que dorénavant, qu'ils essaient de se maîtriser eux-mêmes, de maîtriser leur communication. On ne peut pas répondre, un État ne peut pas répondre du tic au tac à un autre État. Parce que eux, quand ils communiquent, ils réfléchissent avant de communiquer. Mais nous, on ne peut pas aller du tic au tac. On ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même que nous essayions quand même de voir un peu les feuilles de communiqués que nous allons faire. Maintenant, pour des communications politiques de ce genre-là, c'est de prendre un porte-parole du gouvernement. Un porte-parole du gouvernement. Mais il est vraiment primordial, pour en finir, il est primordial, vraiment primordial, que le CNSP et le gouvernement réfléchissent sur un plan de communication global de toutes leurs actions et leurs stratégies à doivent mettre en place. Merci. Voilà. Je vous remercie. Merci, Mokhtar Hima. Sandy Abdoulaye. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Voilà. chers invités. Sandy, je vais juste, cette question-là, je vais vous le poser. Nous avons vu le président d'un pays ami et les représentants aussi des pays voisins qui ont intervenu aux Nations Unies, qui sont tous ici quand même des coups d'État. Et pourquoi pas le Niger? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi pas le Niger?